moins de 10% des 100 milliards de tonnes de matières premières qui entrent sur le marché chaque année sont recyclées. Bonjour, nous sommes ici à Change Now, l'événement mondial dédié aux solutions pour la planète. Alors je suis ravi d'accueillir Camille Richard, bonjour. Bonjour Valère. Tu es directrice du développement durable de Back Market. Jean-Philippe Bahuot, bonjour. Bonjour Valère. Tu es directeur de la stratégie et du plan environnement du groupe Renault. Et Bertrand Zwiderski, bonjour Bertrand. Bonjour Valère. Directeur développement RSE du groupe Carrefour. C'est ça. Je suis en compagnie de 3 leaders qui font du développement durable une réalité dans votre entreprise. Réparer, réutiliser, recycler, ce ne sont pas des slogans pour vous, c'est du concret et c'est dans un contexte business. Que vous ayez bâti votre projet de départ sur ce nouveau modèle ou que vous deviez vous y adapter pour répondre aux enjeux bien sûr de la transition écologique mais aussi à la demande de plus en plus pressante des consommateurs. Tous, vous avez en commun ce but, construire un monde plus viable et plus durable en imaginant une nouvelle économie qui serait circulaire. Alors Camille, lorsque Back Market a été créé, il ne s'agissait pas de penser un peu économie circulaire, mais d'en faire un socle, un véritable fondement, non pas pour se transformer, mais pour tout penser à travers l'économie circulaire. Oui, bien sûr. En fait, l'idée de base de Back Market, c'est un double constat. C'est d'un côté l'impact de la tech. Aujourd'hui, la technologie, le digital, c'est 4% des émissions globales de carbone. Et plus de la moitié, voire les 3/4, sont dus à la production des appareils. Donc il y avait ce constat assez dramatique, finalement, sans parler de l'impact sur les matières premières. Et puis, d'un côté, une solution qui existe depuis toujours, la réparation, l'économie circulaire, réutiliser ces objets. Donc l'idée, c'était de se faire rencontrer en fait, la solution avec les consommateurs, donc de proposer un modèle complètement circulaire aux consommateurs d'appareils électroniques en leur permettant d'acheter du reconditionné, mais aussi de vendre leurs anciens appareils pour leur donner une deuxième vie. Bertrand, je le disais, donc toi tu représentes Carrefour. Carrefour, l'économie circulaire, c'est pas le point de départ quand même, c'est plutôt de distribuer des biens de consommation, j'allais dire à grande échelle. Non mais tu as raison. En fait, on a créé un monde. Le monde qu'on a créé, que l'on voit dans nos magasins, c'est un monde d'économie linéaire. Tu achètes ton shampoing dans cette économie linéaire. Et ce monde-là, on l'a monté en combien ? 60 ans. Et tu as 60 ans où des ingénieurs, etc., ont optimisé le système. Le système, il s'est optimisé. Et il s'est optimisé tellement que c'est vrai que revenir en arrière, se dire qu'il y a une économie circulaire pour tous les produits, il s'avère que c'est complexe. Et je voudrais rebondir sur la question que tu as posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, recréer un monde circulaire, ça nécessite un investissement ? Oui. Est-ce que recréer un monde circulaire, ça va générer du CO2 ? Oui. Parce que quand on va devoir recréer les infrastructures qui n'existent plus, et quand on va s'opposer à un système qui s'est optimisé, oui, on va devoir dépenser peut-être du CO2, on va devoir inventer quelque chose de tout nouveau, et c'est vraiment ça que l'on veut initier, et initier avec nos consommateurs. Donner une deuxième vie à un objet, c'est un bon moyen de s'inscrire à la fois dans les accords de Paris, mais aussi de prendre en compte l'entièreté des critères ESG, donc pour rappel, environnement, social, gouvernance. Alors c'est un bon moyen, en effet. Enfin, nous, on n'a pas pensé en termes de critères ESG, on a d'abord essayé de répondre à une urgence qui était celle de la lutte contre les changements climatiques notamment. Mais c'est vrai que ça nous permet aussi de proposer une solution qui permet de lutter efficacement. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du smartphone, acheter un smartphone reconditionné plutôt qu'un neuf, c'est éviter presque 80 kg de CO2. Donc si vous multipliez ça par le nombre de téléphones et de smartphones qui sont vendus chaque année dans le monde, c'est 1,5 milliard. Vous imaginez l'impact qu'on peut avoir dans cette lutte contre le changement climatique. Donc c'est des choses qui sont concrètes. Après, ça se transmet aussi au niveau des critères ESG et en ligne avec les accords de Paris. Mais à la base, c'était vraiment donner une solution, montrer que chaque consommateur peut avoir sa petite pierre à l'édifice sans pour autant vivre dans une grotte. J'ai pris quelques chiffres d'une étude, là, un rapport 2020 de Capgemini Sustainability in Consumer Product and Retail, qui a révélé que seulement 18% des cadres du secteur des produits de grande consommation et de la distribution déclarent avoir investi dans des initiatives d'économie circulaire. Tout reste à faire, en tout cas beaucoup, mais c'est une opportunité quand même. Alors 18%, je ne connais pas ce chiffre. Moi, je peux juste te dire que j'aimerais bien que ce soit 18%. Donc, je n'ai pas aujourd'hui un ensemble d'acteurs mobilisés sur l'économie circulaire. Je donne juste un exemple que tu connais. C'est l'exemple des produits Loop. On a lancé déjà il y a 2 ans des produits de ce type, qui sont des produits en métal. Tu vois, tu as un emballage qui est métallique.
Là, on l'a fait avec Nestlé. Donc là, Nestlé fait partie des 18%. Et eux croient, comme nous, en une économie qu'on appelle totalement circulaire avec un système de consigne. Donc tu vois là, le consommateur va acheter son Nesquik, il va le consommer à la maison. Cette boîte, il va la ramener chez nous. Donc tu vois là, il y a déjà un effort client, c'est-à-dire que le client, tu vois, il ressort de la maison. Il va le stocker d'ailleurs à un moment donné. Non seulement il va le stocker, et en plus, il va le ramener en faisant ses courses. Et donc après, nous, il y a le lavage. Donc le lavage, tu te dis qu'il faut de nouvelles unités de lavage qui n'existent pas, re-rempli par Nesquik, et revient à la circulation. Et on a un système totalement circulaire. Et pour le moteur de tout ça, c'est un système de consigne. Une vieille bonne consigne comme on connaissait à l'époque, qui revient sur des produits de grande consommation. Donc eux, Nestlé, mais aussi d'autres, Procter, Nutella, etc., font partie de ceux qui veulent construire ce monde-là. Dans un parcours de magasin, tu dois réussir à intégrer l'économie circulaire. Exactement le travail que l'on a fait avec Back Market, dans lesquels, en sortie de caisse, le client peut voir une machine qui va lui proposer de déposer son téléphone et qui va lui proposer toute une prestation de rachat de son téléphone qui va le mettre en économie circulaire. C'est l'intégration de l'économie circulaire dans l'expérience client qui est la clé. J'aimerais qu'on parle sobriété vite fait, mais après, je vais me tourner vers Jean-Philippe. Donc Jean-Philippe Bayot pour le groupe Renault. Alors, je vais finir avec ces chiffres et rapports parce que c'est quand même intéressant de voir si tu le confirmes, en tout cas avec ton prisme. Dans le rapport The Automotive Industry in the Era of Sustainability de Capgemini, encore une fois, 52% des entreprises automobiles ont déclaré que l'initiative de durabilité la plus couramment déployée dans le secteur consiste à encourager et à promouvoir une économie circulaire. Est-ce que tu confirmes ça? Alors, je confirme que l'économie circulaire contribue à résoudre un certain nombre de problèmes. Comme Bertrand, le chiffre de 18% pour Bertrand et Nicolas, Ça montre une dynamique. Moi, j'aimerais que ce soit 100%. J'aimerais que ce soit 100% parce qu'il y a des vertus absolument indiscutables à la mise en place de solutions d'économie circulaire pour tout un tas de raisons. Des raisons économiques, des raisons d'efficacité de la supply chain, parce que quand on crée des boucles courtes sur des produits, eh bien, tout simplement, on garantit que ce produit va revenir alors qu'il pourrait être sujet à des problèmes mondiaux de différentes plaques géographiques, etc., dans d'autres situations. Et puis, dans un troisième temps, l'économie circulaire, c'est aussi une source fondamentale d'innovation pour les entreprises. Donc l'économie circulaire, elle est au centre du dispositif, c'est sûr. Ça, le groupe Renault l'a compris, on essaie de le développer le plus possible. Après, l'économie circulaire ne fait pas tout, d'accord ? L'économie circulaire, ça joue surtout sur la limitation de nos consommations de ressources naturelles, faire en sorte que du plastique qui était dans une voiture revient dans une voiture par le biais du recyclage ou de la transformation. Mais il y a aussi les limites de CO2 que l'on s'impose sur nos véhicules qui roulent, la décarbonation de nos sites de production qui contribuent autant aux objectifs environnementaux que l'économie circulaire. Mais ce sont deux choses bien distinctes. À mon avis, il faut bien les distinguer de manière à focaliser les efforts là où c'est nécessaire. Est-ce que vous pensez, tous les trois, que cette, mécanique de circularité dans l'économie peut aussi être un moteur à la sobriété? C'est-à-dire, finalement, dans vos business respectifs, est-ce que ça va de pair ou pas, Camille? Alors, je pense qu'on se rejoint sur pas mal de sujets là-dessus, puisque on est tous d'accord que l'important, c'est l'allongement de la durée de vie des produits, et finalement qui est très lié à la démarche de sobriété. C'est-à-dire, en fait, on achète un appareil ou une voiture, par exemple, combien de temps on va la garder? En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter, de surconsommer, etc. Donc, en fait, notre rôle, nous, chez Back Market, c'est de donner ces informations, d'expliquer en fait que acheter reconditionné, c'est bien, garder son appareil reconditionné ou même neuf très longtemps, c'est encore mieux. Donc, cette démarche de sobriété, elle ne doit pas se faire dans la culpabilisation du consommateur, elle doit se faire dans l'information, la responsabilisation, l'explication, en fait. Mais en effet, on a un rôle d'information et d'explication autour de ça pour créer un mouvement et un engagement autour de cette sobriété. Bertrand, je pensais à cette histoire de sobriété en regardant cette boîte Nesquik. Je voyais ce consommateur sur le parking qui avait envie de sauver la planète, puis une fois qu'il passait, qu'il arrivait dans les rayons, c'était un principe de réalité. Mais est-ce qu'il y a un parallèle run finalement à faire entre circularité et sobriété selon toi? Oui. En tout cas, il y a une dynamique complète. Donc, le consommateur, lui, il n'est pas tiens, un jour, je vais faire sans plastique, un jour, je vais être sobre, etc. C'est une dynamique complète, c'est un état d'esprit. Donc, nous, à nous de bien le comprendre. Mais je vais donner deux exemples un peu de comment un distributeur peut accompagner cette sobriété.
D'abord, tu as le vrac. Je ne sais pas si tu es un consommateur de vrac, toi, mais le vrac, tu vois bien que tu peux avoir une expérience zéro déchet complète. Et un vrac nouvelle génération dans lequel tu viens avec ton contenant. Et quand tu viens avec ton contenant, tu connais vraiment ce dont tu as besoin. Tu connais exactement la quantité dont tu as besoin. Donc, cette sobriété, c'est aussi la juste quantité. Et la juste quantité, le vrac, c'est une solution et zéro déchet et c'est une solution de sobriété. La deuxième chose, c'est que quand tu achètes des produits de grande consommation, on t'impose un volume. Imagine un monde dans lequel tu vas revenir avec ton contenant et tu vas revenir en magasin et on te servira dans ton contenant. Et donc, ça va changer toutes les mentalités. Et ça va amener la sobriété. Ça va amener une valorisation en fait, du contenu. Ça va amener un rapport totalement différent entre le consommateur, l'effort qu'il a à mener et sa consommation. Jean-Philippe, pour Renault, alors on parlera tout à l'heure des innovations justement, et tu le disais, c'est vrai que c'est très lié en fait, parce qu'il faut changer de méthode, il faut changer de vision et de manière de voir les choses, mais pour toi, circularité égale sobriété, ou en tout cas in fine? Oui, mais pas que. Oui, parce que on voit dans le marché, je pense que je rejoins tout à fait Bertrand là-dessus, on voit dans le marché une transformation s'opérer, particulièrement sur les industries de type automobile, où le consommateur évolue dans sa démarche de consommation. Le meilleur exemple que je peux citer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Flins. Alors à Flins, on fait la Refactory, c'est un projet de création du site d'économie circulaire de la mobilité. On essaie de faire le plus gros européen, puisque le site s'y prête. Et puis, on s'aperçoit que le reconditionnement des véhicules d'occasion, qui consiste à prendre… Alors, je ne peux pas ramener une voiture, j'aurais bien aimé ramener une voiture comme une boîte de Nesquik, mais c'est un peu plus gros. Mais prendre une voiture, la reconditionner de manière à ce qu'elle puisse encore rouler plusieurs années et satisfaire le consommateur, mais finalement, c'est une démarche qui plaît. On a des ambitions de reconditionner à peu près 45 000 voitures par an sur le site de Flins. Il y a d'autres sites comme ça qui vont se développer. Mais la consommation a changé dans le milieu automobile. Alors certains vont dire que c'est normal puisque on se dirige vers l'électrique, que l'électrique sera de plus en plus cher, etc., etc. Mais on s'aperçoit surtout que le consommateur, dans sa démarche de responsabilité, a évolué. Et donc le changement, on le vit aujourd'hui. Quand je t'entends parler, j'ai vraiment l'impression que, à la fois, vous avez parfaitement saisi l'opportunité, l'enjeu, et que vous êtes en marche. Mais comment est-ce qu'on transforme, parce qu'on parle bien de transformation, on le disait aussi tout à l'heure, un groupe mondial comme Carrefour pour changer de méthode, de vision, de paradigme et à terme de modèle? Alors, il n'y a pas de méthodologie parfaite, mais nous, en tout cas, ce que nous, on utilise, c'est que d'abord, il faut un engagement au plus haut niveau de l'entreprise, donc BDG, Alexandre Bompard, qui a pris l'engagement d'être 100% emballage recyclable, réutilisable en 2025. Et ça aligne quand même tout le monde dans l'entreprise. Après, il ne faut pas rêver, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire qu'on a des indicateurs qui nous montrent le pourcentage de matières entièrement recyclables et recyclées. On est à près de 50% sur nos produits. Et puis, on mesure un peu tout. On mesure les résultats économiques. Et puis après, c'est un critère de rémunération, quand même pour l'ensemble des équipes marchandises dans les pays, partout. Donc ça aide quand même pas mal. Et puis après, on a quand même un outil, nous, qui est extraordinaire, ce sont les consommateurs. Donc nous, on est en prise directe avec les consommateurs. Donc par exemple, moi j'ai un club de consommateurs que j'anime tous les jours, sur lesquels je pose toutes les questions possibles. Et puis ces consommateurs, ils nous remontent toutes les bonnes idées, tout ce qu'on peut imaginer, etc. Et eux, ils sont une force. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as le consommateur avec toi, et bien là, en fait, chez nous, c'est gagné. En fait, il va y avoir une adhésion entre le commerçant qui se dit « moi j'ai un client », le commerçant un client sur un projet d'économie circulaire. Je vais donner un contre-exemple. J'ai un contre-exemple qui va te montrer cette bouteille. Cette bouteille, d'abord, elle est 100% faite à partir de matières recyclées. Okay. Donc, c'est la première bouteille du marché à être comme celle-là. C'est ce qui fait qu'elle a cette couleur grise. Mon problème avec celle-là, c'est que cette couleur grise, le consommateur ne la reconnaît pas. Le lait n'est pas gris, c'est ça? En blanc, fait, dans l'image d'Épinal, dans l'inconscient, notre bouteille est blanche. Et tu mets cette bouteille au milieu d'une table de petit déjeuner, et le consommateur ne va pas la reconnaître. Et ce que j'ai comme problème aujourd'hui, c'est qu'elle est vertueuse, c'est ma 100% recyclée, et grise, je n'arrive pas à la vendre. Et donc, je dois diminuer la teinte pour revenir à une teinte blanche. Donc, tu vois, ce contre-exemple-là, que j'estime pas être un flop, c'est un apprentissage, c'est un test, un apprentissage, te montre qu'il va falloir changer les codes de la consommation. Si tu n'as pas le consommateur avec toi, ça va être compliqué. Donc, en fait, notre métier, c'est le tester, le mettre sur le marché, voir si ça fonctionne, retester après, etc. Je donne un dernier exemple.
On avait enlevé le carton du dentifrice il y a déjà 5-6 ans. Bon, flop, 20% de chiffres en moins, etc. On le fait maintenant et on est en train de le tester dans 10 magasins et nos ventes montent. Voilà, il faut être là au bon moment. Dans chaque pays, il faut savoir quel est le bon moment pour réussir cette transformation. Jean-Philippe, pour Renault, alors l'économie circulaire, sans aucun doute, j'enfonce une porte ouverte, mais sans doute, disons, transforme votre industrie automobile. Comment est-ce que vous vous transformez? Quels nouveaux métiers sont créés et comment vous accompagnez vos collaborateurs pour justement aller vers ces nouveaux métiers? Puisqu'il doit y avoir un enjeu majeur là-dessus. Alors, c'est une excellente question parce que la transformation de l'industrie et mécaniquement la transformation du groupe Renault implique une transformation des compétences, un accompagnement des compétences que l'entreprise se doit de fournir à ses employés. Et pour cela, on développe plusieurs moyens finalement et on se rend compte avec l'expérience qu'on a sur le sujet depuis maintenant plusieurs mois que c'est pas si compliqué que ça une fois que, comme le disait Bertrand, il y a un alignement parfait entre le top management et puis les opérations. À titre d'exemple, on lance ce qu'on appelle la Renault University, donc c'est un projet qui vise à accompagner la transformation des compétences de nos employés vers des activités de type économie circulaire, allonger la durée de vie des produits, comment gérer l'électrique, la transition des moteurs à combustion vers les moteurs électriques, etc., etc. On vise de transformer et d'accompagner à peu près 15 000 employés sur les prochaines années. À Flins, nous lançons un campus du savoir dédié à l'économie circulaire de manière justement à accompagner non seulement nos collaborateurs, mais également toutes les entreprises de l'écosystème qui souhaitent comprendre comment faire des boucles courtes. On en a fait quelques-unes, on sait un petit peu comment les faire. On propose de partager cette expérience avec d'autres entreprises. Comment décarboner un groupe de 180 000 personnes qui a une activité équivalente à 50 milliards de chiffre d'affaires. On a commencé, on est très actif dans ce domaine-là, dans ce qu'on appelle le cradle to grave, donc du berceau jusqu'à la tombe. On propose d'accompagner aussi des collaborateurs d'autres entreprises dans ce domaine-là. Donc c'est, je pense, une question de partager les éléments d'innovation dans les business models, dans les business plans, dans les études de marché, dans les opérations, avec notre écosystème de partenaires, parce que dans l'économie circulaire, on a besoin de compétences dans le groupe, mais également à l'extérieur du groupe. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on a besoin donc de partenaires, on a besoin de faire ça ensemble et donc de se former ensemble. Camille, pour Back Market, alors là, vous êtes vraiment un fleuron de l'économie circulaire en France parce que c'est un peu la preuve par l'exemple qu'on peut tout fonder sur l'économie circulaire. Et évidemment, ça donne des idées à des entrepreneurs de lancer une entreprise qui entre complètement dans cet écosystème de la circularité. Si tu avais un ou deux tips, en tout cas un ou deux points de vigilance à donner à tous ces gens qui sortent d'écoles de commerce, qui sont brillants et qui se disent « je vais faire un business dans l'économie circulaire, c'est l'avenir ». Alors, je pense qu'il y a deux enseignements principaux. Le premier, on y revient après à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on fait partie d'un écosystème, il y a des partenaires. Ces partenaires, il faut les respecter, il faut leur amener de la valeur ajoutée aussi. Nous, on travaille beaucoup avec les vendeurs sur la plateforme pour les accompagner sur leur performance durable, sur les informations pour qu'ils soient vraiment au plus près du consommateur, de la qualité, etc. Donc, avoir bien conscience qu'on fait partie d'un écosystème, qu'on ne va pas gagner tout seul, qu'on ne va pas écraser tout le monde pour passer devant et montrer qu'on est les plus forts. Vraiment, il y a une circularité, elle existe aussi en fait entre les acteurs de l'écosystème. Et puis le deuxième, je dirais que c'est à la fois préoccuper son propre impact, parce que c'est pas parce qu'on fait de l'économie circulaire et qu'on a un bon bilan sur la planète. Back Market, on a permis d'économiser plus d'1,5 million de tonnes de CO2 depuis notre création. On en est très fiers. Mais à côté de ça, on sait qu'en tant qu'entreprise, on a notre impact. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise a son impact sur l'environnement. Et cet impact, il faut qu'on l'assume, il faut qu'on le mesure et il faut qu'on le contrôle, puis le réduire. Donc en fait, on est dans cette mesure-là, on a mis en... Ça nous oblige en fait. Ah, ça nous oblige. On a un devoir d'exemplarité. Aujourd'hui, on ne peut pas aller dire il faut arrêter de consommer comme on l'a toujours fait, il faut arrêter de produire comme on l'a toujours fait. Et nous, en fait, ne pas se sentir concernés par ce message de responsabilisation. Oui, on a tout intérêt à mesurer cet impact aujourd'hui, parce que en fait, il faut qu'on montre à nos clients qu'ils peuvent avoir confiance en nous, qu'on se préoccupe de cet impact-là, et qu'aujourd'hui, on est inscrit, nous, dans une trajectoire 1,5 degré qui est recommandée par le GIEC,
Mais ça ne veut pas dire juste faire une annonce. Ça veut dire déployer une feuille de route. Ça veut dire regarder l'empreinte de notre site internet, par exemple, mais aussi accompagner nos partenaires, comme je le disais tout à l'heure, sur le recyclage, sur la réparation, etc. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut pas s'asseoir, enfin, on va dire se reposer sur nos lauriers de boîtes circulaires. Il faut aussi être transparent, reconnaître notre impact et le réduire. Jean-Philippe, vous avez créé chez Renault il y a 1 an une nouvelle usine qui est donc dédiée à l'économie circulaire. Tu en parlais tout à l'heure, hein, l'usine de Flins. Elle a l'ambition de devenir la plus grande d'Europe, mais peut-être en quelques mots, parce que tu l'as dit fortuitement, vite fait tout à l'heure, mais en réalité, vous êtes quand même en train de créer une ligne de production de véhicules reconditionnés, c'est ça? Alors, le site de Flins, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, je vais le décrire en quelques mots et ensuite je vais t'expliquer ce qu'on y fait plus concrètement, d'accord? Flins, c'est un site iconique déjà pour Renault depuis longtemps. Ça fait à peu près 70 ans que le site assemble des véhicules qui sont des véhicules iconiques pour Renault, tels que la Renault 4, la Dauphine. Aujourd'hui, on y fabrique encore la Zoé et la Nissan Micra. Donc un site d'assemblage qui est vraiment iconique dans l'environnement, dans l'écosystème du groupe Renault. Ensuite, c'est un grand site, c'est 2,5 km², ça fait un énorme site de fabrication, d'accord. Et dans le cadre de la Renaulution, notre plan stratégique, on a décidé de lui redonner un second souffle et de lui donner une seconde vie iconique dans les métiers de demain, en donnant l'ambition d'en faire le premier site européen dédié à l'économie circulaire de la mobilité. Le premier s'appelle Retrofit. On y a créé une ligne de reconditionnement de véhicules d'occasion. Pourquoi? Parce qu'on a la faiblesse de penser que la décennie ou les décennies d'ingéniosité qui ont été mises dans le process d'assemblage de véhicules peut être mis au service de l'économie circulaire et donc du reconditionnement de véhicules d'occasion. Ce que disait Bertrand tout à l'heure, il y a des années d'ingéniosité qui ont été développées pour faire de nouveaux produits. Et bien ces années-là, on les met au service du reconditionnement de véhicules dont on va allonger la durée de vie. D'accord ? Donc il y a 45 000 voitures d'ici 2023 qui vont passer sur cette ligne-là. À l'instant où on se parle, on a à peu près 10 000 voitures qui sont déjà passées, qui ont déjà été reconditionnées. On reconditionne toutes les marques, d'accord ? Et donc c'est de l'allongement de durée de vie. Bertrand, chez Carrefour, tu donnais des exemples tout à l'heure, vous êtes un peu sur tous les fronts, réparabilité, le retour à la consigne, l'occasion. Peut-être juste 2-3 exemples rapidement comme ça pour qu'on se fasse un peu une idée de ce qui est en train de se préparer. Le consommateur ne le voit pas encore forcément parce qu'il y a des enjeux, j'imagine, ensuite de duplication et d'échelle, mais malgré tout, ça y est, le changement est en cours. Non, je pense que ce qui est en cours, c'est la seconde main. Hein, quand je donne l'exemple de l'emballage consigné, il faut voir que c'est la seconde main de l'emballage. Hein, quand on voit le succès de la seconde main aujourd'hui, on se dit que le client est prêt. En fait, c'est ce pari qu'il faut réussir à faire. Hein, et donc, d'ailleurs, la table ronde, elle est quand même bien réalisée parce qu'on est avec des acteurs qui font. Hein, donc, moi, je me souviens de périodes où on était autour de la table des acteurs qui disaient qu'il fallait faire. Hein, et donc là, on est avec des acteurs qui font et qui le font. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on est persuadé qu'il y a un business model. Je dirais que toute activité qui va permettre un business model, ça peut être tout simple. Hein, ça peut être, par exemple, tu vois, on se disait les véhicules. Tu vois, quand on voit la distribution, on voit les camions. Hein, donc, nous, on se disait comment économie circulaire, camion, comment on va faire? On a pris nos déchets de magasin, tu vois, les restes de poissons, de viande, etc., etc. Ces déchets de magasin, on les biométhanise. Le biométhane, on l'utilise pour le mettre dans les camions. Et les camions circulent avec ce biométhane et reviennent au magasin. Économie circulaire ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, valorisation. Créativité. Je veux dire, il y a besoin de créativité, trouver de nouveaux business models. Les startups le font très très bien. Hein, le business model existe. Moi aujourd'hui, mon rêve, c'est qu'avec la réutilisation, le réemploi, quand je vais revendre un emballage à un fournisseur, il sera moins cher. Et ça, je pense que c'est la clé devant nous. Et donc les projets comme ça, on en a quand même encore un paquet. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait cette vision à 3-4 ans, qu'on ait des convictions, que l'on pousse. Et surtout, et c'est pour ça que je dis que l'exemple est bien, il faut faire. Moi, il faut qu'on a besoin de faire. L'économie circulaire, c'est demain, c'est pas demain. C'est maintenant et c'est avec un business model. Pour le coup, Camille, et ça va être une super conclusion, vous avez déjà fait et prouvé quand même que vous pouvez être une grande réussite d'entreprise en fondant son business sur l'économie circulaire. Parce que juste pour mettre quelques uppercuts et aussi nous rassurer, Back Market, ça pèse quoi? Alors, Back Market, ça pèse 1,5 million de tonnes de CO2 évitées depuis sa création.
Ça pèse 650 employés dans 4 ou 5 pays, 4 pays. Ça pèse 1500 partenaires reconditionneurs. Et puis, allez, un dernier chiffre, c'est 6 millions de consommateurs Back Market depuis sa création. Donc ça veut dire qu'on a amorcé une révolution dans la consommation des produits électroniques. C'est lent, ça arrive petit à petit. Aujourd'hui, il y a à peine 20% des smartphones qui sont achetés, qui sont reconditionnés. Donc on est au début du mouvement. Mais pour vous donner une idée, au début, quand on a commencé, on avait 3% de nos clients qui venaient pour des raisons d'impact. Le reste venait parce que c'était moins cher, justement. Aujourd'hui, on a 25% de ces clients qui viennent parce qu'ils ont envie de faire une démarche pour la planète, de changer leurs habitudes de consommation. Donc, on peut parler, en effet, levée de fonds, licorne et ce que vous voulez, mais en fait, nous, on est vraiment très, très engagés dans cette révolution de l'économie circulaire et comment on rend cette industrie de la tech qui était basée sur l'obsolescence programmée, l'obsolescence culturelle, etc., plus circulaire et qu'on change les habitudes de consommation par l'information, par la responsabilisation et en créant un sentiment de fierté finalement. Une fierté de faire les choses un petit peu différemment et de mettre, comme je disais tout à l'heure, notre pierre à l'édifice de cette lutte contre le changement climatique. Bon, merci à vous trois, merci beaucoup. Merci C'était à vous. top d'échanger comme ça. Alors je ne sais pas si on peut dire que l'économie circulaire va sauver la planète, mais en tout cas, elle met les entreprises en marche, elle accélère la transition. Je crois qu'on a pu le voir là, à différents niveaux, sur différents business. Et c'était l'objectif de cette discussion. Donc merci à vous tous. Merci beaucoup. Voilà.